Hello everybody and welcome to our new Intershop webinar with Tufik Boudelal and Alexandre Karamidas today. I'm Anna Fischer, the Partner Marketing Manager for Intershop, and I will do a short introduction in English and then we will switch into French for the webinar. I'm really happy that you are all joining today, and we will record this session. So if you don't have time, unfortunately, you can see the recorded version afterwards. We will send it to you. And of course, if you have any question, please don't hesitate to type the question in the chat or in the question tab. And now I think we're good to go. And I'm handing over to Tufik and Alexandre. And may you would introduce yourself and then we can start. Thank you, Anna. Bonjour tout le monde. Tufik Boudelal, Société Intershop. Bonjour pour votre présence. On va vous présenter dans ce qui suit en fait une présentation qu'on avait effectivement fait une version courte pendant l'événement Innovation B2B. Et là, on va faire en fait la version longue avec plus de détails. Ça concerne principalement en fait l'art de faire des choix pour obtenir des résultats tangibles dans des projets e-commerce B2B. Tufik Boudelal, comme je disais, je travaille chez Intershop depuis presque 10 ans. Intershop, en deux mots, pour les gens qui ne connaissent pas, on est un éditeur de plateforme e-commerce. On existe depuis 30 ans avec plus de 500 clients dans le monde. On est plus de 300 personnes, des clients donc, plus particulièrement dans le B2B, même si on fait aussi le B2C et le B2B2X. Et je laisse la main à Alexandre pour se présenter. Rapidement, merci Tufik. Alexandre Karamidas, je travaille depuis une quinzaine d'années sur des enjeux B2B, de transformation, je dirais plutôt de repositionnement et de développement business, en repartant effectivement de stratégie marché client, mais à l'aide du digital. Et comme ce n'est pas un long fleuve tranquille, et j'ai eu l'occasion avec Tufik sur un dernier projet d'effectuer quelques transformations, il m'a demandé et j'ai accepté, ça fait une quinzaine d'années, je travaille un peu dans l'ombre, c'est un peu de restituer les expériences, que ce soit des succès d'ailleurs ou des échecs ou des difficultés, hein, Tufik, sur ce sujet-là. Donc, toutes les questions sont bienvenues. Et l'angle d'attaque, l'angle d'attaque ne sera pas les outils, mais bien en fait les organisations, les métiers et les enjeux business. Exactement. Alors, l'agenda, en deux mots, et rapidement, donc on va commencer par une petite introduction concernant la transformation digitale, plus particulièrement dans le B2B et pourquoi c'est complexe, une transformation digitale. Ensuite, les opportunités dans le B2B. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut, ou plutôt, c'est quoi les besoins réels des clients B2B. On va aussi présenter et surtout parler de la méthodologie de priorisation des besoins B2B, quelque chose qui est très important dans le cadre d'un projet de transformation. On va finir par des retours d'expérience et vos questions. La première question que je posais à Alexandre, effectivement, quand on s'est rencontrés, c'est plus particulièrement, en fait, c'est quoi l'impact plutôt du digital dans le B2B et pourquoi c'est quelque chose de complexe, la transformation digitale. Alors, je pense que tu peux en même temps, oui. Je pense que ce qu'il faut retenir, du moins de mes différents enjeux en B2B, c'est que le digital s'offre beaucoup d'opportunités et qui dit opportunité dit autant de nouveaux métiers et de nouvelles organisations. Donc, quand je suis rentré dans des différentes entreprises en repartant du client, vous voyez, j'ai essayé de lister de façon très simple la wishlist, tous les désirs de développement en utilisant le canal digital, que ce soit sur la partie web technique, que ce soit sur la partie produits, offres et services, la partie contenu ou la partie éditoriale. Le vrai sujet derrière, c'est pas de détailler je dirais ces leviers ou ces fonctionnalités, c'est juste de dire derrière chacun de ces mots, dans vos organisations et dans les miennes, vous avez à la fois des nouveaux métiers, vous avez des métiers en évolution et vous avez aussi un enjeu qui sont des organisations qui doivent fonctionner en transverse et qui ne l'étaient pas forcément avant, quand on ne parlait pas de web dev ou de contenu éditorial. Exactement. Je rajouterai un point, peut-être Alexandre, parce qu'on avait discuté de ce point, c'est qu'aujourd'hui, dans ce qu'on présente,
il y a effectivement cette partie, enfin, on a décomposé, je dirais, les 4 aspects qui concernent le contenu, le produit, le contenu éditorial, la partie service. Et en fait, dans la réalité, ces éléments ou ces axes, en fait, sont assez mixés. En gros, quand un client il se connecte sur une plateforme e-commerce ou sur un portail client, en fait, il va voir le contenu des pages, il va voir les produits, il va commencer son parcours, il va par ailleurs aussi interagir avec des services. Donc, finalement, ce qui va se passer, c'est que le parcours, il peut être d'un côté physique et de l'autre côté à distance. Par rapport à ton expérience, Alexandre, comment tu vois les choses en fait dans le cas de, par exemple, des agriculteurs? Alors, je vais répondre au niveau du secteur de l'agriculture, mais je ferai la même réponse, et je la fais devant l'audience aujourd'hui, je ferai la même réponse quels que soient les secteurs B2B, que ce soit la pièce détachée, l'industrie de l'équipement électrique pour l'industrie ou le tertiaire. C'est le suivant. C'est quand vous voyez en fait les parcours aujourd'hui en B2B, vous vous rendez compte que on parle beaucoup de e-commerce, de transactionnel, vous disiez c'était ce qui est en bas, où on parle beaucoup de vente face à face, mais la réalité aujourd'hui, c'est peu importe que la vente se termine en physique, le vrai enjeu, c'est en fait ce qui s'est passé avant et à distance, que ce soit à travers votre service commercial téléphonique, un technico ou un grand compte qui visite un client, et ce sont ces parcours imbriqués. C'est cette partie-là qui fait la différence en B2B, parce qu'on a souvent tendance de dire je fais X% de chiffre d'affaires en e-commerce. La réalité, je vous donne un exemple, quand dans certains secteurs, je faisais 20% du chiffre d'affaires en théorie sur le e-commerce, sur ces 20%, plus de 50% du chiffre d'affaires était généré en amont par de la prescription et se terminait effectivement avec une négociation ou ce qu'on appelle une clôture de vente en cycle long avec un technico-commercial. Donc, ce qu'il faut bien retenir, c'est qu'aujourd'hui, dans le secteur B2B, l'enjeu, il est dans ces parcours imbriqués qui sont appelés pompeusement omnicanal dans beaucoup de cas. Et c'est le métier du B2B, la prescription et la vente et la relation. Et c'est sur ce point-là qu'il faut agir. Et n'oublions pas une chose, c'est que quand vous utilisez du digital pour essayer d'agir sur ces parcours, il faut toujours se souvenir, c'est pour quel objectif? C'est soit c'est vous améliorer votre performance commerciale à périmètre existant, soit c'est pour aller chercher de nouveaux clients, toujours dans cette optique de prescription, soit c'est pour améliorer vos processus internes. Et ces 3 objectifs peuvent être mélangés. Effectivement, ce n'est pas que le cas de l'agriculture. Là, effectivement, c'était le cas de l'agriculture, mais que je le fasse dans la distribution des matériaux, je te le disais, Toufik, la distribution de pièces électroniques, ce qu'on appelle MRO, Maintenance Repair Overhaul, du métier du B2B, on se retrouve dans le même cas de figure. En B2B, on est dans un métier de la relation client amont très fort et de prescription et de devisage, que ce soit en cycle long ou en cycle court. Effectivement, par rapport à ça, Alexandre, c'est la question qui se pose tout naturellement, c'est comment impliquer toute l'entreprise ou l'organisation avec ses différents départements dans une transformation digitale. Alors, je pense qu'on avait prévu, je pense dans la page suivante, on avait fait un petit schéma. J'avais essayé de, voilà. Donc, je pense que la première chose que je dois te dire, Toufik, c'est le cas dans l'agriculture, mais le cas dans le passé, c'est, je pense que je répéterai toujours, c'est une transformation de votre business à l'aide du digital. Ça touche vos métiers et ça touche vos organisations. Ce qui veut dire que dans ce que j'ai vécu moi, dans mes expériences de transformation, vous avez 4 éléments clés à retenir, plutôt que le slide, effectivement, ça c'est une slide de méthodologie. C'est que je pense que, il y a le premier terme clé, c'est les acteurs. Le deuxième, c'est il faut des clés de lecture communes à tous nos métiers pour aborder le sujet. Il faut une méthode avec une chefferie de projet, mais j'insisterai pas trop sur la méthode. Et il y a un temps incompressible. C'est-à-dire que, pour résumer, Toufik, je dirais qu'aujourd'hui,
on m'en n'aide pas une organisation. Quand j'étais dans une organisation avec une ETI de 800 personnes ou des groupes de plus de 11 000 personnes, on n'y va pas à marche forcée. D'accord? Je pense que c'est une décision du COMEX ou du CODIR, c'est une décision avec les actionnaires et c'est un embarquement. Et donc, les 4 points sont importants: acteurs, clé de lecture, méthode et temps incompressible. Et dans cela, j'insisterai d'abord sur le seul point, pour terminer, qui sont les acteurs. Vous voyez, il y a écrit acteurs identifiés et missionnés. Si dans l'entreprise, dans les différents métiers, des acteurs ne sont pas identifiés et ne sont pas missionnés clairement, il vaut mieux prendre du temps et jouer en fait un timing différent que d'y aller à marche forcée. Ok. Ce que je voulais savoir aussi, et peut-être ceux qui nous écoutent en fait voudraient savoir aussi, c'est que d'un côté, on a la complexité de la transformation digitale avec les aspects qu'on avait présentés. De l'autre côté, il y a la complexité des organisations, surtout quand il s'agit de commerce B2B. Pour être pragmatique, en fait, la question qui se pose tout naturellement, c'est comment sortir les grandes lignes d'une stratégie digitale. En gros, par rapport à toutes les problématiques et tous les besoins et les différents départements, ben, comment on va aller chercher ou prioriser les besoins de ses clients. Ouais. Ouais, c'est le fameux adage, comment on peut ne pas opposer en fait, Taoufik, on ne peut ne pas opposer en fait business, intérêt court terme et avoir une vision long terme. Je pense que je reviendrai sur le premier sujet qui est l'étude du parcours client et de repartir du parcours d'achat, de vos parcours d'achat. Dans mes expériences, c'est tout le monde va parler client, mais le client parle d'une même voix. Et quand vous parlez et vous analysez, vous ferez vos études de parcours client, vous les avez déjà faites, vous avez une méthode qui permet aussi de synthétiser les parcours majoritaires des clients, Taoufik. Et ces parcours majoritaires, normalement, si cette étude est faite avec les leaders dans vos organisations, la restitution se fera avec eux et l'accusé de réception de quels sont les parcours dominants vont permettre aussi de dire vers où on va s'orienter dans cette transformation de business pour avoir des priorités. Et là, effectivement, chez les agriculteurs, on voit bien que l'enjeu reste quand même du physique, mais qu'il y a quand même 55% des agriculteurs qui jouent sur le digital et à distance et qui finissent avec un technico-commercial, au niveau des commandes prescrites. Et c'est juste de dire, peut-être qu'il faut faire un catalogue produit, peut-être qu'il faudra faire du e-commerce, Taoufik, mais on va déjà s'intéresser à cette fameux enjeu de comment on s'assure que les clients finalisent leurs commandes avec les technico-commerciaux sur le terrain. Voilà. Exactement. En fait, quand on parle effectivement de ce qu'on appelle la finalisation de commandes ou tout ce qui est création de devis ou tout ce qui est, par exemple, gestion de la relation client, il y a principalement 3 tendances dans le B2B qui ressortent à chaque fois. On va peut-être les évoquer à partir de cette question. En fait, c'est quoi les 3 tendances? Je dirais les 3 tendances, les principales tendances en fait dans le B2B. Alors, je pense que Taoufik, il y a 3 sujets qu'on va aborder pour essayer de donner de la vision. On a décidé ensemble de s'aborder. C'est les 3 sujets qui me sont revenus de manière régulière dans des secteurs B2B qui ont des matériaux à l'équipement, construction, génie ou l'agriculture. C'est de dire en fait 3 sujets. Le premier, c'est la prescription. Il y a un sujet autour de la prescription. Il y a un sujet autour d'un portail assez complet au niveau du service pour rendre le client autonome. Et il y a un sujet autour de la personnalisation du client. Donc, moi, je vais plutôt vous donner un exemple concret, c'est de dire comment on peut apporter de la visibilité sur un sujet de transformation de business et avoir des résultats. Ma méthode a toujours été la même, c'est de dire, dans la prescription commerciale, vous pouvez cibler des bénéfices clients avec des impacts business visibles court terme.
Donc, pourquoi? Parce qu'en fait, vous avez un intérêt, c'est que vous savez globalement ce que le client vous demande sur des expertises. Donc là, c'est un cas dans l'irrigation professionnelle. Donc, l'irrigation dont les clients sont les collectivités, les communes et les entreprises d'aménagement territorial. Dans ce sujet-là, l'enjeu, il est lequel? C'est de dire, l'enjeu de l'irrigation, c'était d'arriver à capter des leads depuis le digital, de les qualifier, de faire une partie du devis, de faire gagner du temps au commercial, et que ce commercial puisse en fait se concentrer ensuite sur la finalisation du devis. Donc, l'exemple que j'ai montré, sans mettre après de chiffres et de marge, c'est de dire, quand vous prenez les près de 900 leads sur le dimensionnement, donc une expertise, un cas d'usage, c'est de dire 900 leads à 15% de conversion, ça a rapporté 8 millions d'euros à la société il y a quelques années. Ces 8 millions d'euros, pour vous faire simple, marge nette opérationnelle, c'est autour de 3 millions d'euros. À 3 millions d'euros, en un an, vous avez couvert les CAPEX et les OPEX que vous avez engagés pour faire ce test, à la fois sur la partie digitale, sur la partie service client à distance qui était fluide avec le digital et le client, et l'outil de suivi avec le commercial dans les agences sur chaque territoire, sur toute la France. Et ce que je veux dire, Toufik, c'est, et je le dis à l'audience, mon actionnaire aurait pu dire sur cette partie-là, l'irrigation Alexandre, les 8 millions d'euros ne représentaient que 2% du chiffre d'affaires de la société. Mais c'est pas comme ça qu'il faut aborder l'amélioration de la performance avec le digital, c'est de dire les 8 millions d'euros apportés par l'irrigation, faits sur un cas d'usage qui n'était pas le cas d'usage et l'expertise forte de cette société, a permis une croissance sur cette expertise de 20%. Et 3 millions de cash. Tu vois ce que je veux dire? Donc, en fait, il faut aborder de manière pragmatique, avec des dimensionnements petits, pour juste permettre d'avoir le résultat, de vérifier le business model. Et avec ce business model, vous pouvez ensuite après le multiplier sur des cas de figure des TP, des expertises de travaux publics, ça y est le cas. D'accord, Toufik? Donc en fait, voilà. Je pense que retenir ça, c'est sur la prescription commerciale, je pense que toute société en B2B peut dimensionner des cas d'usage et rendre des résultats visibles en les dimensionnant. Quand on voit les chiffres à droite, en fait, quand on voit les 890 leads qualifiés par mois, 100% de réponse, et puis quand même le taux de conversion qui est très élevé, 15% de conversion, c'est dû à quoi ce taux élevé en fait, le fait que… C'est tout simplement parce que quand on a décidé de dimensionner ce cas d'usage, Toufik, ce que j'ai dit, c'est que ça a coûté globalement pour mettre en place la cellule de réponse entre technico-commercial sur terrain, le digital et le service commercial à distance pour deviser, c'est qu'en fait, globalement, on a dû investir en ressources, un petit peu en technologie et beaucoup en process. Et c'est écrit, le taux de réponse est de 48 heures et l'expertise est reconnue. Donc, ça veut dire qu'on a mis le paquet de nos investissements CAPEX et OPEX de 1 million d'euros à l'époque, entre la technologie, les process et des ressources, en faisant remonter les bonnes ressources en centrale, pour être capable de mutualiser l'expertise de devisage, de calpinage et de rendu sur les projets d'irrigation, parce qu'un projet d'irrigation, rien qu'en matériel hors service, par client sur du paysagisme ou de la collectivité, c'est entre 5 et 6 000 euros. La clé, c'est de dire, vous devez dimensionner pour dire, si je mets le cas d'usage en pratique, c'est qu'est-ce qui fait en sorte que je fais la différence dans la conversion. Et la conversion, c'est de dire au client, dans les 48 heures, je t'ai non seulement fait le devis, mais je t'ai fourni le calpinage et le devis qui va servir à valider ton propre devis à ton client collectivité ou… Ok. Voilà. Très bien.
Si vous n'allez pas jusqu'au bout, ce sera uniquement un test technologique. Donc, le premier point, principalement, c'est, je dirais, la relation client, ou plutôt la relation commerciale client, et comment intensifier cette relation, définir des nouveaux process pour qualifier mieux les clients et en fait, surtout qualifier leurs besoins. Ça, c'est quelque chose d'important. Le deuxième point de ce qu'on avait compris, c'est que c'est offrir de l'autonomie, ou ce qu'on appelle le self-service, ou possibilité de donner aux clients la possibilité d'avoir plus de liberté pour commander sur une plateforme, si j'ai bien compris. Alors, par rapport à ce point, qu'est-ce qui est important pour le client, je dirais, pourquoi c'est important pour un client d'avoir un portail, en fait, tout simplement. Alors, je pense que Taoufik, à la limite, on peut rebondir ensemble sur le sujet. C'est que ce soit dans l'agriculture, les autres domaines du B2B, c'est que tu commences à avoir une dichotomie entre, il faut avoir une approche, on va dire, adaptée entre ce que j'appelle du client, du petit client et du client grand compte. Et que ce soit un petit client qui est en fait dans le bâtiment, c'était des entreprises, des PME de moins de 10 salariés, d'accord? Elles ont un besoin d'autonomie et de rapidité sur une gestion quotidienne que va leur apporter le portail, tandis qu'un grand compte comme Eiffage, etc., qui faisait partie de mes grands comptes sur la partie génie civil, eux ont besoin de délégations d'achat parce qu'ils ont des acheteurs nationaux, ils ont des délégations territoriales. Donc, côté client, il faut bien comprendre que vous soyez face en B2B, vous avez trois typologies de clients. Vous avez soit ce que j'appelle des petits clients. Petits clients ne veut pas dire qu'ils sont pas bons, c'est des petites tailles, c'est des PME. Vous avez des grands comptes. Vous avez des grands comptes et vous pouvez avoir des distributeurs en fonction de votre secteur. Si vous êtes un industriel et que vous êtes le leader du coffret électrique et de tout l'appareillage électrique pour l'industrie, vous pouvez non seulement avoir des PME en tant qu'installateur, mais vous aurez aussi des clients qui sont à la fois distributeurs et installateurs. Exact. Et le portail va leur apporter une agilité à la fois sur la gestion de leurs achats, mais sur la gestion commerciale de leur entreprise. Voilà. Très bien. Je rajouterai un point important par rapport au portail, c'est le fait que pour le client, c'est un gain de temps parce qu'il a un accès 24/24 au portail. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Le fait de pouvoir retrouver ou restituer tout son historique d'achat, de commande et de devis sur une plateforme. Et puis derrière, pour un commercial, c'est de pouvoir avoir ce qu'on appelle de la traçabilité et pouvoir gérer ses clients directement via un outil digital. Dans ce qui va suivre, en fait, ce qui serait le plus simple, c'est donner un cas d'usage. En fait, un cas d'usage d'un client, par exemple, c'est un cas d'usage simple. Un client qui s'appelle, par exemple, Mon Chantier, parce qu'on va parler plus particulièrement du portail client. Donc, un client qui s'appelle Mon Chantier. Là, on voit Pierre Dupont qui est chef machiniste. Ben, en fait, sa machine, elle est en panne. Concrètement, sa machine, elle est en panne. Qu'est-ce qu'il doit faire pour continuer à travailler, à exercer son boulot? Derrière, en fait, comment ça va se passer? S'il n'y a pas de portail client, ben, d'un côté, il va avoir le service client, enfin, par téléphone ou par email, par exemple. On va trouver les commerciaux. De l'autre côté, on va trouver les prestataires externes qui peuvent l'aider pour réparer son engin. Et puis peut-être qu'il voudrait directement réparer sa machine par lui-même. Donc, le portail client, qu'est-ce qu'il va apporter? Ben, en fait, il va apporter 4 aspects. Le premier aspect, c'est le contact. Il va retrouver tous les contacts au sein de son éditeur ou son fournisseur. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Le deuxième point important, c'est ce qu'on appelle le portail informatif, ou plutôt toutes les informations, par exemple son historique d'achat, son historique de devis, ses projets en cours, par exemple. Il va trouver aussi ce qu'on appelle le parc de ces machines, donc l'ensemble de ces machines, voire même le rattachement entre ces machines et les pièces détachées.
On va trouver aussi ce qu'on appelle le portail transactionnel. C'est là où il va gérer ses devis, ses commandes, ses contrats. Et puis enfin, le portail service. Le portail service, enfin plutôt le l'axe service, c'est toutes les informations qui concernent les réparations, le service de ramassage, service de maintenance, service de remplacement, et ainsi de suite. En gros, sur un portail client, si on va un peu plus dans le détail, ici, dans un exemple, ben, le client, enfin l'utilisateur, ou plutôt le chef machiniste, Pierre Dupont, il va trouver d'un côté sa machine, de l'autre côté, il va trouver ce qu'on appelle les pièces détachées ou le consommable, il va trouver le plan de sa machine d'un côté, de l'autre côté, les prix personnalisés ou spécifiques à lui. Il peut aussi, par exemple, une fois que la pièce elle est reçue, il peut initier une réclamation si la pièce elle est encore une fois défectueuse ou il a des soucis. Il peut trouver aussi ce qu'on appelle toute la partie formation, voire même documentation. Et puis, il peut booker ou prendre rendez-vous directement avec le prestataire externe. En gros, c'est une vue 360 qui permet une continuité sur l'aspect relation client fournisseur ou client distributeur. Alors, le troisième aspect, c'est la personnalisation de la relation client. Je te laisse la main, Alexandre, sur un cas concret. Je pense que oui, je pense que on va juste prendre un ou deux exemples. C'est dans le cas de l'agriculture, à l'image du génie civil ou du bâtiment, vous avez des expertises pointues sur lesquelles faire la différence. Et globalement, le focus que vous voyez dans la personnalisation client dans le cas de figure va utiliser les fameux deux leviers dont on parlait tout à l'heure avec Toufik, vous savez, autour du produit. Là, le levier, c'est le service et le contenu. Et dans le service et le contenu, vous pouvez personnaliser ce service et le contenu au fur et à mesure que le client se logue. Donc, faire la distinction entre un prospect et un client, faire la distinction entre un client et un client premium. Puisque même dans l'agriculture, on avait 3 niveaux de contrat de service. Donc, ces niveaux de contrat de service vous permettent aussi de personnaliser ce que le client va avoir dans son portail. Et ça lui permet un gain de temps. Ouais. Oui. En fait, la personnalisation, si j'ai bien compris, Alexandre, ça permet aussi un gain de temps pour le client, en fait, pour ne pas se perdre dans du contenu. Mais globalement, oui. Ouais. Ça permet de vendre un contrat, Toufik. C'est-à-dire, quand vous êtes en B2B, voilà, quand vous êtes en B2B, vous vendez du service, vous vendez de l'accompagnement et vous vendez du produit. Dans les trois cas de figure, cela vous permet aussi de valoriser ce que vous vendez. Celui qui est premium, dans notre cas de figure ici, il va avoir un pack expertise qui va se loguer automatiquement et qui va lui tous les matins à des jours déterminés, chose que n'aura pas quelqu'un qui aura pris le forfait de base de service. Hein? Et sauf que tout ça se fait aujourd'hui de façon beaucoup plus fluide. C'est ce que je vous disais. Soit vous développez vos services à surface égale, à périmètre égal, soit vous développez de nouveaux services. C'était le cas. On a développé de nouveaux services et on les a valorisés. Soit effectivement, vous améliorez aussi vos processus internes. Et ça permet d'améliorer les processus internes quand même de publication et de mise à disposition. Hein, sur lequel, comme tu disais avant, il y avait plusieurs interlocuteurs, Toufik. Exact. Voilà. Ensuite, il y a aussi quelque chose d'important. Quand on parle de contenu digitalisé, ben, en fait, il est accessible versus le contenu papier, on va dire. C'est le fait que l'accès au contenu, il est en continu, il est disponible tout le temps et en fait, quelle que soit la typologie du client, on va avoir un contenu différent, si j'ai bien compris. À partir du moment, effectivement, j'insiste, hein, à partir du moment où vos clients ont bien été resegmentés, parce que tout ça c'est beau dans l'absolu, mais pour que votre système reconnaisse une personnalisation de vos clients, tous vos clients auront été repassés avant
par un travail de segmentation avec vos équipes métiers et paramétré. Très bien. La question suivante, c'est surtout par rapport à qu'est-ce qu'il faut retenir plutôt comme besoin clé pour les clients aujourd'hui. Donc, on va passer plutôt ici. C'est en gros, j'ai un client ou j'ai des segments de clients. Je veux commencer ma transformation digitale. En fait, derrière, qu'est-ce qui est le plus important d'après ton expérience, Alexandre, pour les clients? C'est d'éviter de sauter des marches. J'ai fait aussi quelques erreurs de ce type-là. Et ce que je dirais aujourd'hui, c'est que quand vous prenez le dossier du digital dans une optique d'améliorer votre relation client et vous voulez que ça soit rentable ou pérenne dans un délai des temps courts, il faut repartir de ce qui existe et des irritants les plus forts. Donc, si vous êtes dans un métier où il y a du transactionnel, vous avez un catalogue produit, il y a du commerce, il faut que vous remettiez vos bases sur ce que c'est qu'un catalogue produit, la disponibilité produit sur Internet, la traçabilité d'une commande. Si vous êtes dans du transactionnel, comme on l'a vu tout à l'heure, Toufik, c'est-à-dire vous êtes dans l'interactionnel, l'important c'est d'abord la prescription avant le commerce. Il faut très clairement comprendre qu'aujourd'hui, 80% de la décision, elle va se faire avant d'aller signer en agence ou avec un responsable de rencontre. Et donc, en fait, il va falloir travailler le portail et les services d'accompagnement à distance. Services annexes. La question qu'on se posait aussi, Alexandre, c'est on parle de transformation digitale, mais on parle aussi d'une transformation organisationnelle. C'est-à-dire que l'entreprise, il va y avoir des processus qui vont changer, il va y avoir aussi des personnes qui vont plutôt pas changer de métier, mais plutôt faire des choses qu'ils ne faisaient pas avant. En fait, c'est quoi la méthode pour, je dirais, pour conduire le changement en fait au sein de l'entreprise, le changement plutôt par rapport à ce projet de transformation digitale? Alors, je pense qu'on va le voir, on va le voir sur ce qu'on a préparé de partager. C'est vous vous souvenez de la méthode. La méthode, c'est de dire il faut d'abord diagnostiquer, il faut comprendre avec l'étude du parcours client. Vous vous souvenez la méthode qu'on a vu tout à l'heure avec Toufik. Donc c'est on diagnostique, on reconnaît le chemin. On doit effectivement comprendre ensemble. Donc il y a l'étude du parcours client et ensuite il faut construire ensemble. Et construire ensemble, vous avez effectivement un outil qui est souvent sous-utilisé et que moi, j'ai utilisé dès le début, c'est les benchmarks. Dans la construction de la stratégie, vous allez aussi faire travailler toutes vos équipes sur qui sont mes concurrents, quels sont mes marchés. Et c'est souvent une manière pédagogique d'arriver tous ensemble à vulgariser ce que c'est qu'une transformation digitale. Et ce que ça va impliquer sur les métiers. Donc, dans un exemple qui est celui que tu montres, c'est de dire, en fait, quand vous allez analyser et faire analyser vos concurrents, qui sont à la fois figital ou digital, là, la méthode que j'utilise la plus souvent, c'est quand je fais les restitutions sur les analyses de concurrents, avec les opérationnels, avec les personnes du marketing DSI, c'est une manière en fait de quantifier comment les concurrents se positionnent. Vous voyez, toujours sur les mêmes leviers. Vous allez retrouver les leviers dont on parlait avec Toufik. Il y a le levier produit, il y a le levier service, le portail par exemple, le portail client, tout le levier du contenu et de l'éditorial, ou le levier interactionnel. C'est quels sont ces services un peu complexes qu'on met en place entre le digital et le physique. Et ces méthodes permettent effectivement non seulement à chacun de comprendre qu'est-ce qu'on met dedans et de parler le même langage, d'accord, Toufik. Et le deuxième, c'est de dire, nous, finalement, notre société, c'est quelle est sa vocation? Quelle est sa vocation? Donc, globalement, c'est en marketing stratégique, j'aime bien dire, c'est on va se rappeler et on est tous forcés collectivement de se dire quels sont les clients à qui je vends, par typologie de clients, parce qu'on réfléchit à nos concurrents qui s'y intéressent aussi. Et la deuxième question, c'est
La deuxième question, Toufik, auquel va répondre cette première étape, c'est de dire quel est mon positionnement? Parce que c'est de ce positionnement que les équipes vont déduire les changements dans leur métier. Très bien. Quand on parle de, effectivement, Alors, cette conduite de… oui. Ouais. Je vais peut-être continuer, oui, directement. C'est le benchmark dans cette construction de de votre positionnement. C'est vous allez passer aussi par sur quel marché et sur quelle offre produits et services mes concurrents se placent. Exact. Première question. Donc, vous allez avoir une restitution de ce que font les concurrents qui va forcément challenger vos équipes en interne, en transverse sur mais comment nous on se positionne, mais pas qu'on se positionne de façon globale, c'est concrètement notre offre, elle est où en termes de nombre de références par marché. Qu'est-ce qui fait sa différence par rapport à ces concurrents-là? Et comme vous le voyez en bas, c'est comment nos concurrents, que ce soit des pure players, des acteurs, on va dire digitaux ou des acteurs encore physiques, se positionnent dans le parcours du client. Exactement. Et donc puis là, par marché, de ce que j'ai compris, Alexandre, aussi, c'est que par marché, on peut avoir des concurrents, par typologie de marché, en fait, on peut avoir des concurrents différents. Et donc, à chaque, par rapport à chaque marché, on doit adapter l'expérience client, les produits, le contenu, les services, et donc derrière le portail digital par rapport à ces marchés. Donc en fait, c'est pour ça que c'est souvent anodin. On dit on fait une étude de marché. Non, c'est pas une étude de marché. C'est une étude des concurrents. Exactement. Et ça oblige de manière positive les métiers, notamment les métiers de l'offre et du marketing de l'offre, de revisiter, de recatégoriser son offre, produits et services. Et comme tu le dis, par marché, par typologie d'acteurs, et d'en comprendre qu'est-ce qui fera la différence à la fois sur l'offre et le produit et le parcours. Exactement. Donc là, dans ce qu'on voit ici, c'est la partie data. Et donc, comment on peut partir de la data ou de la donnée, comment faire ce qu'on appelle du clustering, définir des personas, des personas au sein des clients finaux, et puis derrière, après, en fait, définir des parcours différents par typologie de clients. Et si j'ai bien compris, ouais. Oui, donc oui. Si j'ai bien compris, la complexité, c'est sur les sources de données, en fait. Oui. Ou de la qualité de données. Oui. Globalement, pour répondre à ta question, comment on peut faire pour conduire un changement, moi, j'ai voulu te répondre par trois grands aspects. Le premier, c'est ce fameux benchmark qui va permettre de rechallenger et de réécrire cette stratégie client-marché avec l'omnicanal, mais qui va induire, ça c'était la première partie. La deuxième, en fait, c'est la data. C'est la partie la plus sensible, mais c'est la partie sur laquelle je voulais insister. C'est grâce à de la donnée marché externe, comme c'est écrit là, avec de la donnée interne liée dans vos ERP, qu'il va falloir redéfinir avec les études comportementales du parcours client. Il va falloir redéfinir des segments clients. Très bien. Et définir en fait des grands segments de comportement. Alors, on appelle ça des personas, mais ce que je dirais, c'est des grands segments, des groupes clients dont les comportements sont homogènes et qui vont permettre ensuite d'embarquer chacun des métiers dans qu'est-ce que je dois faire pour contribuer aux nouveaux services ou aux produits que je dois vendre à ces groupes homogènes de personnes. Et donc, dans la data… Oui, vas-y. Je disais là, par rapport à ce que tu disais, Alexandre, juste avant, en fait, on voit par exemple un site corporate, un site test marchand, une extranet. Donc, forcément, derrière, par rapport à la donnée qu'on a, par rapport aux clients, plutôt les personnalités qu'on a derrière, on ne va pas forcément définir les mêmes parcours. On ne va pas gérer la relation client ou plutôt le portail digital de la même manière. En fait, il y a deux niveaux de personnalisation. Il y a une personnalisation au niveau des
de la typologie des marchés. Ça, c'est le premier niveau. Et ensuite, au sein de chaque marché, on va trouver plusieurs segments de clients. Et donc, là aussi, on va avoir un deuxième niveau de personnalisation par rapport aux produits, par rapport au pricing, par rapport aux contrats. Parce que ce n'est pas les mêmes métiers forcément dans une organisation multi-business unit, en fait. Multi-filiale. Oui, et je pense que le slide qu'on a rajouté, Toufik, là, celui-là, c'est aussi pour dire que derrière la data, il y a les aspects qu'on vient d'évoquer, et il y a aussi un aspect souvent caché que je traite en parallèle d'une transformation digitale. C'est en fait de cartographier effectivement où se trouve la data, c'est-à-dire quels sont les points de contact de l'entreprise au niveau de la communication, où on les stocke et s'ils sont activés, comment. Et le petit schéma n'a pas vocation à être retenu, il a surtout vocation dans la méthode à être important, parce que c'est celui qui va permettre d'ajouter, on va le voir dans le troisième point plus tard, c'est celui qui va permettre aussi à moi ou à des équipes IT d'anticiper sur les complexités et de trouver des solutions. Très bien. Je crois que on parlait de ce point, en fait, c'est par rapport au persona, et la définition des différentes expériences clients, si j'ai bien compris. Oui. On va passer vite parce que ce slide n'apporte pour le coup rien d'original. C'est juste de dire que quand vous allez cheminer vers votre stratégie et vous allez écrire en fait votre feuille de route, vous aurez en fait ces groupes homogènes de clients. Et sur ces groupes homogènes de clients, vous aurez choisi par groupe homogène quelle est l'action court terme la plus irritante que vous voulez résoudre. Voilà. Ah, très bien. Et donc là, c'est la priorisation en fait des opportunités et des besoins. Alors, comment on priorise en fait les besoins des clients avec ton expérience, Alexandre? Ouais. Je pense que là, c'est toujours la plus grande complexité. C'est quand vous arrivez à la fin avec effectivement vos groupes de clients homogènes. Vous savez quelle offre, on va dire produit, service, sur lequel vous voulez vous positionner ou vous renforcer et comment. La grande question, c'est que vous avez toute une liste d'opportunités au niveau du digital et c'est là où il faut tenir bon, il faut garder le cap. Et la seule manière aujourd'hui que j'ai trouvé de le faire, à force d'avoir refait des ateliers et avoir des fois perdu du temps, il faut le dire, mais perdu du temps dans le sens réinvestir du temps, parce que on est en train les équipes se perdent à redéfinir une montagne d'opportunités dans les plans d'action. C'est vous repartez des opportunités qui sont sorties des études quantitatives et qualitatives. Vous leur donnez une même clé de lecture, c'est-à-dire en fait pourquoi le fait-on? Et c'est la partie à droite. Est-ce que c'est pour faire du commerce électronique? Est-ce que c'est pour communiquer avec le client ou interagir avec le client? Est-ce que c'est pour accélérer ou fluidifier quelque chose en ligne avant, pendant ces contacts avec le commercial? Et en fait, le fait de recatégoriser cela en atelier va de toute façon, naturellement, vos équipes vont dire waouh, c'est con, il y en a beaucoup, mais par contre, en fait, ça va leur donner une conclusion naturelle de dire finalement, on est peut-être plus dans le commerce, on est peut-être plus dans la transaction et on devra choisir de prioriser dans le positionnement retenu. Et là, effectivement, ce que tu montres, c'est un exercice tout simple, c'est que souvent, j'ai des équipes qui oublient ce qu'ont dit les clients dans la phase, effectivement, dans la phase de comprendre, construire, et qui finalement disent, moi, ma conviction, c'est repartez toujours de la note d'intérêt des clients, de comment les clients ont priorisé
par catégorie d'attente leurs irritants. Ensuite, là, pour le coup, vous leur travaillez ce qu'on appelle une note de complexité, parce que la réalité, c'est vous me parlez de rentabilité, mais pour avoir de la rentabilité ou pour apporter des résultats rentables, il faut regarder la mise en œuvre. C'est dans la mise en œuvre qu'on a les difficultés de rentabilité ou de résultats. Donc, souvent, c'est la solution technique, les développements, l'organisation métier et la logistique, qui sont souvent les points qui sont vus et qui sont notés en note de complexité. Et ensuite, tout ça, c'est restitué de nouveau avec les opérationnels et les équipes métiers. Et on affiche en fait les résultats sous forme de note 2, tout simplement en note de score. Une note de score qui est l'intérêt du client divisé par la complexité. Et c'est le métier qui va être amené à faire ses propres priorisations. Exactement. Et en gros, en fait, plus la complexité est importante, moins le ROI est important parce que ça demande beaucoup d'efforts en fait et beaucoup d'intégration peut-être au sein de l'entreprise ou voire même un besoin qui n'a pas forcément vocation à être très intéressant pour les clients. Par contre, il est très complexe à réaliser. Et dans ce cas-là, ça sert à rien d'implémenter ou de réaliser des fonctionnalités qui sont, je dirais, pas forcément un besoin important pour les clients. Donc tout ça, c'est à éliminer. À l'inverse, là où on va voir des fonctionnalités ou plutôt des expériences clients qui sont ou des cas d'usage qui sont très importants pour les clients, avec une complexité qui n'est pas très importante. Ben derrière, c'est ce qu'on appelle les quick wins, en fait. Le fait qu'on peut avancer plus vite sur des petites fonctionnalités ou des petits cas d'usage sans forcément faire beaucoup d'efforts en termes d'intégration ou de développement. Là où j'insiste, Taoufik, auprès de notre audience, c'est de dire cette phase-là, c'est celle qui va être la plus ténue parce qu'elle doit être faite avec les équipes, avec les leaders qui ont été missionnés et identifiés dès le début, repartagée avec le CODIR, le COMEX, et avec l'actionnaire, le cas échéant, parce qu'il y a un business plan derrière. Et cette partie-là, c'est ce que j'appelle toujours, on a ouvert le champ des possibles et il faut le refermer. Et c'est cette partie-là qui est clé. Voilà. Exactement. Sur cette slide, en fait, ce qu'on voit ici, c'est ce qu'on appelle le modèle coopératif, le modèle négoce, et plus à droite, c'est la partie retail. Et donc, retail, c'est les agences. Modèle, exactement, c'est les agences. Pour notre audience, le modèle retail B2B en agriculture, c'est le modèle Loxam, ça peut être le modèle Loxam en location d'équipement, sauf que dans notre modèle à nous, agroéquipement, on a des agences, on a des technicos sur la route, on vend du produit, on fait de la location de produits, on fait du service de maintenance, on a tous les services autour des agences territoriales. Très bien. Et donc, tout dépend le business model. On ne va pas forcément prioriser de la même manière les besoins des clients, si j'ai bien compris. En fait, les clients ne vont pas forcément chercher les produits ou ne vont pas chercher leurs besoins de la même manière si on est sur un modèle coopératif ou plutôt négoce ou plutôt retail. C'est ça. En fait, j'ai remis cet exemple pour montrer que si on fait l'exercice jusqu'au bout, en tenant le cap, et que les collaborateurs reclassent les opportunités par catégorie avec la même clé de langage, on se rend compte d'une cohérence. C'est que on va respecter l'ADN de chaque boutique, de chaque activité, tout en priorisant à l'intérieur le nombre d'actions à mener. Et généralement, ce phénomène rassure les opérationnels. C'est-à-dire que vous n'aurez pas quelqu'un qui a 15-20 ans de boîte qui vous dira « c'est incohérent, il fallait faire du commerce ». Exactement. Et ça fait partie du phénomène de change, c'est-à-dire du phénomène de transformation.
Ce travail-là permet de retrouver de la cohérence tout en permettant de la priorisation à l'intérieur du plan d'action. Mais il y a un phénomène de réassurance et de cohérence à vérifier. Avant de passer aux questions, on voulait finir par, avec ton expérience, Alexandre, tout ce que tu as vu sur le monde du retail, le monde de l'agriculture, le monde du bâtiment BTP, pièces détachées. Je dirais, si on doit résumer les choses à ne pas faire, ou plutôt pour rater sa transformation digitale, c'est quoi les choses à éviter, ou plutôt les choses qu'il faut faire ou les choses qu'il ne faut pas faire? Alors, ouais, quand tu m'as posé cette question, j'ai mis du temps avant de la formuler parce que j'en ai fait des erreurs aussi. Et je pense que j'ai commencé par la première, c'est penser à la place du client, c'est-à-dire que ça soit moi qui ai des convictions parce que je connais un secteur, un directeur commercial qui a 15 ans ou 20 ans de métier qui connaît un modèle mais qui connaît moins bien les concurrents, c'est de dire il faut pas penser à la place du client, il faut accepter de dire je ne connais pas tout du client, je revisite le client et je refais une étude client qui peut être rapide. C'est le premier sujet. C'est n'ayons pas la prétention de penser à la place du client. Et personne n'est propriétaire de la connaissance client, pas plus quelqu'un du marketing qu'un commercial ou qu'un prestataire externe, mais c'est d'arrêter de penser à la place du client. Parce qu'à force d'avoir des convictions à la place du client, ça nous emmène soit dans beaucoup d'actions, un plan d'action démesuré, soit ça nous emmène pas forcément sur les plus gros irritants. Le deuxième, c'est, bon, tu me connais, Toufik, c'est choisir une technologie. Moi, quand on me parle de technologie, plutôt qu'un bénéfice client et derrière un bénéfice client, est-ce que la fonctionnalité répond à un bénéfice client? Je pense que quand les métiers commencent à parler technologie, c'est que il faut faire un rétropédalage et repartir du client. Le troisième que j'ai entendu souvent, c'est de penser qu'on a le temps, car pour l'instant, le e-commerce ne pèse que très peu. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais j'avais dit le e-commerce en tant que tel, c'est pas le chiffre d'affaires qui est important, c'est d'où vient le chiffre d'affaires du B2B. Et le chiffre d'affaires du B2B, il vient de ces parcours imbriqués. Et ces parcours imbriqués, pour travailler dessus, ça prend du temps parce que ça touche les métiers et les organisations. Donc, oui, le e-commerce n'est pas développé, mais la prescription commerciale, c'est le cœur du métier. C'est le cœur du métier du B2B. Et pour transformer nos organisations, c'est pas en 6 mois. C'est 3 ans. Donc, si on pense qu'on a 3 ans, ça veut dire qu'on est déjà en retard. Voilà, concrètement. Le quatrième, c'est sous-estimer le rôle de la data. Parce que souvent, on m'a dit Alexandre, il n'y a qu'à Faucon. Tu connais le célèbre dicton il n'y a qu'à Faucon. Sauf qu'aujourd'hui, on n'a pas les mêmes moyens qu'il y a 15 ans. On peut pas dépenser les mêmes fortunes et on a des objectifs effectivement on a des objectifs de résultats. Donc ça veut dire qu'il faut faire un état des lieux de où se trouve la donnée dans l'entreprise. Il faut le faire vite. Ça coûte pas cher. Ça prend pas beaucoup de temps, mais il faut le faire. Et il faut le faire dès le début. Parce que ça permet aussi de prioriser ce qu'il faut faire dans la data. Parce que quand j'entends qu'on fait tout d'un coup, c'est pareil, c'est un chantier en soi. Exact. Et le cinquième, mener sa transformation interne, j'ai peut-être pas été très explicite, c'est de dire que si c'est porté par le marketing, ça marche pas. Je le dis clairement. Si c'est porté par les SI, ça marche pas. Si c'est porté par un service, ça ne marchera jamais. Une transformation business, ça marche, et je l'ai dit au début, que si d'abord c'est porté par le comité dirigeant, au global, peu importe, que ce soit un CODIR ou un COMEX, et qu'il y ait des leaders qui soient clairement missionnés et engagés sur le sujet, avec un soutien d'actionnaires, avec lequel ça a été expliqué. Et c'est pour ça que je dis, si c'est poussé sans clairement sur la table ce que je viens de dire, il vaut mieux mettre un stand-by. Et j'ai déjà eu le cas de figure, quand j'étais en multi-activité, on a stoppé la phase de transformation d'une BU parce qu'il n'y avait pas les personnes qui étaient, pas parce qu'elles ne voulaient pas, c'est parce qu'elles étaient sur une urgence.
opérationnel. Et donc, je pense qu'il vaut mieux avancer avec les autres activités sur la transformation et avoir le courage managérial de dire on arrête. On arrête sur cette partie, on met en stand-by. Mais on ne fait pas sans les personnes. Et on ne fait pas sans les personnes clés. Où on trouve les ressources, tu vois. Donc, mener sa transformation interne, voilà. Je l'ai exprimé comme ça, mais je pense l'avoir suffisamment explicité. Donc voilà, Tofik. Très bien. Ben, on va passer. Merci beaucoup, Alexandre. Ce qu'on va faire maintenant, c'est ouvrir la possibilité pour les questions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser. So, Tufik and Alexandre, we have 2 questions in the question tab. May you have a look and could answer these questions now that we are on the end of the session? Yes, Anna. Did you open the chat? Yes, I opened the question tab and the chat tab, and there are 2 questions. One is from Francois and one is from Clement. Tufik, if you have it, I do not. Je n'ai pas accès. Je n'ai pas accès. I don't have access also to the questions. Right. This is the point. I can paste you the questions in the chat, and then you can see if this works. If you can put them in the chat, we can answer directly. Come on, please. Tufik, can you see the question tab now? J'ai pas. So one question in the chat already. Bonjour. Le taux de conversion. On parle de conversion en opportunité ou en conversion client. Non, c'est bien un taux c'est un taux de conversion en opportunité. C'est chaque devis, chaque lead à 15. Par contre, oui, je comprends la question qui a été posée. Si je devais retrouver les chiffres, parce qu'il y a des clients actifs et des prospects dans les leads, on a certainement un taux de conversion supérieur sur des clients actifs. Et la deuxième question, c'est, vous n'avez pas parlé des marketplaces B2B. Amène-t-elle, selon vous, de nouveaux enjeux particuliers dans la vente B2B? Alors, je m'attendais à les questions. Alors, j'en ai pas parlé volontairement parce que on en parle beaucoup en ce moment. Oui, alors, je dis oui, forcément, si je devais d'abord résumer l'enjeu d'une marketplace pour un acteur B2B, elle peut être de 2 enjeux. Elle est sur son offre ou sur un canal de distribution. C'est soit il décide d'en faire un atout de vente qui lui est propre, soit effectivement il va publier sur une marketplace. Je vais prendre les deux. Je vais répondre rapidement sur les 2 cas de figure. Donc si je suis en distribution professionnelle, donc distribution où j'ai un intérêt effectivement d'aller vers un modèle marketplace. Oui, mais mon expérience, quand j'ai touché à ce modèle-là, et je n'en ai pas parlé en B2B, c'est que allez directement quand vous êtes un distributeur, donc je vais prendre la distribution du bâtiment, vous êtes un spécialiste du bâtiment et des travaux publics sur des métiers comme l'adduction d'eau potable, etc. Je dis toujours, il faut d'abord être fort en e-commerce. Il faut déjà être fort sur sa marque, sur son site, avant d'aller faire de la marketplace.
parce que je vais vous dire, et Toufik le sait, beaucoup de prestataires prestigieux et moins connus vous démarchent, vous font un beau business plan avec de belles feuilles Excel. Hein, comme on disait, le papier ne refuse pas l'encre et la feuille Excel ne refuse pas les beaux chiffres. Le vrai sujet, c'est que une marketplace pour un distributeur B2B, ça permet d'augmenter, on va le dire simplement, d'augmenter de manière drastique son offre produit et services sans en avoir en fait le BFR, le besoin en fonds de roulement, les investissements. Mais une fois qu'on a dit ça, c'est pas tout. C'est qu'il faut que ça soit cohérent avec votre stratégie client et votre offre de produit initiale. Donc, sans le citer aujourd'hui, il y a des distributeurs B2B qui prennent le sujet d'abord en boostant leur trafic de site e-commerce, la notoriété digitale de leur propre site e-commerce, qui renforcent la largeur et la profondeur de gamme de la partie produit de leur catalogue, avec quelques services, et qui sont en train de tester en marketplace, j'appelle ça en vendeur, qui introduisent de manière discrète des vendeurs dans leur site, pas de manière massive, mais soit en renforcement d'une stratégie de profondeur de gamme, soit en stratégie d'opportunité de largeur, et là, ça marche. Mais je ne crois pas une marketplace pluguée, si vous n'êtes pas fort sur vos basiques en tant que marque de distributeur, le passage n'est pas gagné. Maintenant, si vous êtes un industriel, et si je vais répondre sur l'industrie, si vous êtes un industriel B2B, l'opportunité, oui, elle existe, parce que de toute façon, vous ne pouvez pas ne pas l'envisager. Si vous vendez, donc notamment si vous vendez à des PME via un canal pro, il y a des marketplaces sur beaucoup de secteurs. Par contre, je pense que oui, c'est une opportunité. Là, elle est plus simple parce qu'il faut la gérer comme un canal et un client. Par contre, là, votre difficulté, c'est de bien gérer ce qu'on appelle la politique de différenciation de vos marques versus vos clients traditionnels. Exact. Et là, ça vous demande pas. Et là, c'est pas du digital. Je pense que c'est de revoir sa stratégie. Je dis toujours, il faut pas mettre du digital partout. C'est que avant de poser et d'aller vendre sur une marketplace quand vous êtes un industriel et de remonter sur le digital, c'est quoi votre politique multicanal? Et vous revenez sur les basiques. Quel client je veux toucher? Quelle offre en produit? À quel prix je vais lui vendre? Qu'est-ce que ça va me rapporter versus mes autres canaux existants? Est-ce que ça me rapporte plus de clients sur des clients existants? Est-ce que ça me rapporte des nouveaux clients? Il faut repartir de ces questions-là. Bon, voilà, je réponds rapidement, mais je suis à disposition pour répondre plus en avance sur cette deuxième partie. Il y avait une autre question, Alexandre, c'est comment faire en sorte que le métier ne pense pas uniquement au court terme, commerce, mais également moyen terme, expérience client. Moi, je pense que la question est orientée expérience client. C'est que je pense qu'en fait, chacun de nos métiers, qu'on soit du côté commercial, du côté marketing, on a tous notre spécialisation. Donc, je pense que l'expérience client, si je retraduis en un mot simple en B2B, ça va être effectivement de dire comment je fluidifie et je suis en fait satisfaisant dans toutes les interactions d'un parcours donné qui va mener ce client en fait à un achat. Je pense que pour que les personnes investissent sur une expérience client en B2B sans penser au court terme, c'est juste d'arriver à vulgariser ce qu'il y a derrière l'expérience client. C'est ce que j'ai mis tout à l'heure, on a mis ensemble tout à l'heure Toufik, c'est de dire, si je suis sur un cas d'usage, le cas d'usage de l'irrigation, pour la personne qui m'a posé la question, c'est typiquement une expérience client. L'expérience client, c'était quoi? C'était par rapport aux spécialistes de l'irrigation, nous vous accompagnons dans votre métier et nous vous aidons à développer votre business en participant à une partie de vos appels d'offres. Et derrière, la réponse de l'expérience client a été de dire comment on le fait. Et comment on le fait, c'est
dans les 48 heures, on s'engage à vous donner un calpinage technique on peut prendre un exemple, hein, un stade de foot en irrigation enterrée, c'est quand même un petit travail de devisage. Donc, on vous amène le calpinage, on vous amène le devis technique et la somme des éléments qui vont constituer l'enterré de l'irrigation jusqu'à l'adduction de l'eau, avec les prix. Et on vous fournit aussi les arguments commerciaux qui vont vous permettre de gagner votre client. Donc, je dis juste une chose vis-à-vis de quelqu'un qui va penser court terme, mais c'est pas mal de penser court terme, c'est juste de retraduire que un acte de vente aujourd'hui est devenu juste un acte d'accompagnement. Et il faut être capable de l'écrire. Le cas d'usage. Donc, oui, à la personne qui a répondu, c'est que je pense qu'il faut parler de cas d'usage. C'est quoi le cas d'usage? Il faut parler simple. Si on n'est pas simple, en fonction de nos métiers, on a aussi du mal à se faire comprendre et on va tomber dans le théorique. Donc, plus vous dimensionnez un cas d'usage de manière pragmatique, plus le commerce va vous écouter. Et si vous leur écrivez, parce qu'il y a un travail aussi à faire, c'est des process. Et ça, on n'aime pas trop les process dans le commerce, forcément. Ça dépend des secteurs et la maturité du secteur. Il faut aussi aller jusqu'à l'accompagnement sur l'écriture des process et des organes. Voilà. Alors, il y a une question qui est très intéressante aussi, c'est comment avez-vous embarqué les équipes marketing dans la transformation digitale et comment apporter un mindset digital et de nouvelles compétences digitales dans une équipe marketing déjà en place? Alors, ça, c'est dans cette partie-là, la question s'applique au marketing, mais elle pourrait s'appliquer dans tous les métiers. Mais oui, je comprends la question. Parce que dans le marketing, dans l'industrie et dans le B2B, on est souvent sur des métiers marcom. On appelle ça marcom, tu sais, Toufik, marketing communication. Donc, on a souvent des métiers qui historiquement sont dans le push. On fait des plaquettes, on fait des supports, on fait des argumentaires et on pousse. Je pense que la meilleure manière d'accompagner vos équipes dans la montée de savoir-faire, c'est que tout le monde a envie d'avoir un métier plus riche à partir du moment où il a compris où on veut l'emmener. Donc moi, dans mes collaborateurs notamment, et notamment dans la phase, vous voyez, dans la phase construire des ateliers, ce qui va se passer, c'est que il va y avoir des cas d'usage. Donc, notamment, on va prendre la prescription commerciale où finalement, effectivement, il y a des collaborateurs de l'équipe marketing qui vont se dire waouh, qu'est-ce que je fais dans le cas d'usage de l'irrigation? Où est ma contribution? Et donc, si vous les intégrez dans l'écriture du cas d'usage et qu'ils doivent retrouver une contribution, d'abord, ils vont comprendre les nouveaux métiers qu'on leur demande de faire. Donc, un nouveau métier, c'est de dire comment je vais chercher et intéresser des clients à me demander un devis plutôt que de me pousser d'informations. Ça, c'est un premier sujet. Le deuxième sujet, c'est comment je qualifie mieux et je gère dans le marketing des métiers comme effectivement le marketing relationnel, comment j'utilise des outils de manière intelligente pour segmenter mes clients. Je pense que si vous les intégrez dans la réflexion dès le début, et que vous leur apportez la possibilité aussi de se former, vous aurez des personnes qui auront forcément de la réassurance et qui vous accompagneront. Mais vous pouvez pas arriver, quels que soient les métiers, de leur dire, on va se le dire entre nous, vous êtes tout le monde est dépassé, je suis dépassé, tu vois ce que je veux dire, Toufik? Donc, c'est de dire, on est chacun challengé dans nos métiers à apprendre. Donc, je pense que si vous intégrez les personnes à partir d'un cas concret, de leur dire, alors toi, finalement, dans ton métier, et que la personne dit, waouh, dis donc, va falloir, en fait, c'est un métier, il va falloir que je produise du contenu pour intéresser une typologie de clientèle. Comment je trouve les contenus? Qui produit les contenus? Quelle base j'utilise externe, par exemple, pour pouvoir faire de l'acquisition? C'est des nouveaux métiers. Ensuite, produire la bonne communication et utiliser le bon outil, la bonne fréquence, ça va passer par un mixte entre montée de savoir-faire des équipes,
mais parce qu'il y a un intérêt, ils ont été impliqués dedans. Et ensuite, vous devrez aussi recruter des personnes qui devront accepter d'amener leurs compétences et de la partager. Mais pour moi, c'est pas l'un ou l'autre, c'est l'un et l'autre. Voilà. Mais repartir d'un cas d'usage en impliquant le marketing, mais pas faire les cas d'usage sans le marketing, ou faire les cas d'usage avec le commerce, et vice versa d'ailleurs. D'ailleurs, dans la méthodologie que tu avais expliquée à Alexandre, à un certain moment, la construction des cas d'usage, elle se fait à travers des ateliers et des interviews de clients, et surtout menées par des équipes internes, des équipes marketing. Donc, on ne doit pas finalement imposer ces expériences clients aux clients, ni aux marketeurs, mais plutôt leur donner la possibilité de construire ces expériences clients avec les clients finaux. Je peux prendre un autre exemple peut-être pour illustrer dans le cas agricole, sur la partie marketing relationnel, où effectivement les clients disaient vous nous envoyez des tonnes d'informations qui servent à rien. Je vais être court, mais c'est en gros ça. Vous nous envoyez des tonnes d'informations qui servent à rien, mais le bulletin météo, la santé des plantes, les dernières maladies qui se propagent sur notre territoire, on les a pas pour essayer de faire des. Voilà. Tu vois, ce genre de. Ça conduit à quoi? C'est-à-dire. Alors, non. Je comprends la question qui est derrière, qui m'a été posée. C'est dans les ateliers, le réflexe, c'est de dire oh, il faut un outil. Donc, tu sais, alors là, c'est allé, on va prendre Sendinblue, non, on va prendre Sarbacane. Voilà, ils étaient déjà dans un outil de marketing relationnel. Après, il faut avoir la prudence de dire, déjà, qui c'est qui utilise l'outil? Donc, personne ne sait utiliser l'outil. Et moi, la question souvent que je pose, je dis, mais dites-moi, avant d'utiliser l'outil, j'ai une question, c'est qui va produire le contenu? Qui va produire le contenu? Parce que il y a plusieurs personnes qui travaillent sur le même sujet. Qui va le publier? Qui va s'occuper de communiquer? À quelle fréquence? Et vous communiquez à qui? Les clients, il faut les segmenter. Donc en fait, quand vous repassez par les questions de à qui vous communiquez, comment vous communiquez, qui produit le contenu, 3 questions. En fait, les personnes vont je pars du principe que les personnes sont bienveillantes. Les personnes vont dire ah oui, c'est vrai. On est 3 à faire finalement, on est 3 à contribuer au même travail. Et en fait, c'est ça qu'apporte le digital en complexité. C'est que avant, on pouvait faire des métiers chacun dans son coin, c'était encore possible. Aujourd'hui, ce n'est plus possible. Ce n'est plus possible. Les métiers doivent travailler ensemble. Très bien. C'est parfait. Je ne sais pas si on avait d'autres questions. En tout cas, on est accessible sur LinkedIn, on est accessible aussi par email. I don't know if there are other questions, Anna. No, I think we have answered all questions and now we are at the end of the session. So I want to say thank you to all of the attendees and of course to Tufik and Alexandre for this really nice webinar. And if you have any questions afterwards, please reach out to us, reach out to Tufik or Alexandre via email or via LinkedIn. And I'm sure they are happy to answer all upcoming questions too. And I hope that we will see each other again in the next webinar. And I wish you a really nice day. Thank you. Merci à tout le monde. Merci Alexandre, merci Anna. Merci.